La table critique de ce mardi nous emmène donc au théâtre avec deux pièces qui font chacune un pari. D'un côté, un opéra revisité, retraduit, réinterprété, celui de Katsu, de Brecht et Weill, c'est à la Comédie Française. Et de l'autre côté, un romancier qui écrit pour le théâtre et qui va même plus loin puisqu'il met en scène son propre texte proche. Signé donc Laurent Beauvigné. Qu'en ont pensé nos critiques? Eh bien oui, on va vous demander, Marie Sorbier, bonjour. Bonjour Géraldine. Vous êtes productrice sur France Culture du Grand Tour, un reportage à retrouver tous les jours à 19h50 dans l'émission Affaires culturelles d'Arnaud Laporte. Et bonjour à vous Philippe Chevillet. Bonjour. Vous êtes chef du service culture au journal Les Échos. Bienvenue à tous les deux dans les Midis de Culture. Direction la Comédie Française où se joue jusqu'au 5 novembre prochain l'opéra de Katsu, mise en scène par Thomas Ostermeyer. Et monsieur Maki a une lame, mais sa lame, qui peut la voir dans le grand jeu d'un dimanche? Un pauvre homme a rendu l'homme. Au coin du Strand tourne une ombre qu'on appelle McLallam. Ne nous remerciez pas, vous l'aurez dans la tête toute la journée. La complainte du McLallam, c'est l'une des mélodies de l'opéra de Katsu, peut-être les plus connues, devenue même un classique sur un texte de Bertolt Brecht et une musique de Kurt Weill avec cette nouvelle traduction pour une mise en scène nouvelle également à la Comédie Française signée par l'Allemand Thomas Ostermeyer. L'intrigue, elle ne change pas dans les bas-fonds londoniens alors qu'approche le couronnement de la reine. Deux malfrats s'affrontent dans une lutte de pouvoir et tout bascule quand le premier, Mac Ace, ne tente pas d'ailleurs puisqu'il réussit, il décide même d'épouser la fille du second Pitchum. La jalousie, la trahison ne sont jamais loin dans cette pièce où tout le monde finit par trahir tout le monde. 2h30 sans entracte pour un livret en 3 actes et un texte raccourci pour une pièce qui, Marie Sorbier, reprend vie. Qu'en avez-vous pensé ? Alors moi, j'ai un sentiment très ambivalent sur cette pièce. D'un côté, j'ai adoré et d'un autre, j'ai plein de réserves. Alors je vais peut-être commencer par le côté positif. Ce qui m'a totalement emballé, c'est ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que cette pièce reprend vie grâce notamment à la traduction d'Alexandre Patot. Alors, c'est pas simplement une retraduction, hein, c'est un travail titanesque qu'il a accompli puisque c'est un opéra parlé chanté. C'est d'ailleurs pas tout à fait un opéra. Brecht dit lui-même que c'est une parodie d'opéra du 19e siècle. C'est plus proche d'une opérette ou même carrément d'un cabaret, on l'a entendu, hein. C'est des rythme presque un peu jazzy, on est plutôt sur le cabaret, la forme chanson, puis du parler chanté. Brecht insistait bien d'ailleurs pour que ce soit joué et chanté par des comédiens et non pas par des chanteurs. Donc on n'est pas du tout face à des chanteurs lyriques qui viendraient chanter un opéra, on est face à des comédiens. Exactement, qui parlent, chantent parfois, ils appellent ça des songs, hein, même en français on le dit à l'anglaise, et donc avec ces tubes incroyables comme on vient d'entendre la complainte, on va tout savoir dans la tête pendant toute la journée. Alors je le disais, pour moi, l'immense intérêt, c'est cette traduction. Pourquoi ? Parce qu'il a réussi à traduire en français un allemand qui est un allemand argotique des bas-fonds, puisque cette pièce se passe dans les bas-fonds londoniens. Elle a été écrite en allemand par Brecht. Donc c'est assez compliqué. Il y a plein de mots d'ailleurs d'argot que les Allemands aujourd'hui ne comprennent même plus du tout. On comprend plus les allusions. C'est un langage d'un autre temps et d'un autre siècle. Alexandre Patot reprend tout ça, retraduit pour rendre parce que la traduction, c'est de la trahison, hein, c'est jamais de la traduction mot à mot, et pour rendre justement cet argot et ce côté complètement gouailleur, cru, sale, il y a beaucoup d'odeurs dans ce texte, et il lui donne tout son côté complètement synesthésique. Je trouve qu'on sent, on voit, ça braille, ça pue, enfin c'est vraiment le bas-fond qui est vraiment retranscrit par la langue, et je trouve que le travail qu'il a posé sur la musique est assez exceptionnel. Philippe Chevillet, vous êtes d'accord, il fallait remettre un peu de dépoussiérer, en tout cas la dernière traduction en français qui datait de la fin des années 50. C'est cela, oui. On avait même donc des mots qui nous paraissent un peu bizarres aujourd'hui, comme Mac le surineur, qui est devenu Mac la lame. C'est beaucoup plus fort. Et effectivement, Alexandre Patot à la fois est un puits de science sur cet opéra, puisqu'il a été obligé de le retravailler à tout point de vue, y compris dans son histoire, dans son work in progress. Donc c'est vraiment un travail admirable de traduction qu'il a fait, avec un travail musical aussi assez extraordinaire de Maxime Pascal, qu'il a dit lui-même au départ n'était pas un familier de Courteval et qui a découvert la beauté de cette partition. Et en se disant d'ailleurs, tiens, on a
toujours dit que Courteval, c'était un peu en tout cas cet opéra, il y avait un côté jazzy. En fait, non, c'est pas du jazz, c'est plutôt des airs populaires, des airs de cabaret, de l'opéra, Malheur peut-être un petit peu, et puis surtout des airs aussi d'Europe centrale. Et c'est ce qu'il a fait sur scène, c'est-à-dire qu'il a convoqué son orchestre et ils ont mis des instruments d'ailleurs un peu de l'Est, et la musique qu'on entend est vraiment formidable. Et donc, nous avons tous les deux des réserves sur ce qu'on a vu à Aix. Oui, alors, il faut expliquer. La pièce a été d'abord présentée au Festival d'Aix cet été, au mois de juillet, et elle arrive, depuis quelques jours maintenant, à la Comédie Française à Paris. Aix, pour ceux qui ne connaîtraient pas, nous sommes dehors. Nous sommes dehors, c'est le grand festival d'art lyrique français. C'est un festival très chic, très cher aussi. Donc, c'est quand même une population particulière, un public particulier qui se presse à Aix. Et c'était, moi, j'ai trouvé ça très amusant d'ailleurs d'aller voir cet opéra de Katsu dans ce cadre-là, très bourgeois, parce qu'il faut quand même le rappeler, l'opéra de Katsu est un opéra, le titre au départ c'était un opéra du gueux, mais en fait ce qu'il voulait dire avec cette phrase l'opéra du gueux, c'était pas un opéra sur les gueux, mais un opéra pour les gueux. D'ailleurs le texte commence avec un panneau, alors je vous le lis: ce soir vous allez voir un opéra pour clochards, clochard c'est la nouvelle traduction, comme un opéra aussi somptueux ne peut exister que dans un rêve de clochard, mais comme il devait être assez cheap pour que les clochards puissent aussi se le payer, on l'a appelé l'opéra de Katsu. Donc ça, mettre ça dans ce cadre d'Aix-en-Provence, il y avait un pied de nez assez réussi. Donc de le voir dans ce cadre-là, c'était un peu particulier. Alors Philippe, vous disiez, vous, qu'il y avait des différences avec la oui, parce Comédie que Philippe, Française, vous l'avez moi, vu. je n'ai pas vu. Et à Aix et à Paris. Alors moi, d'abord, il y a effectivement ce problème du plein air, de ce qui crée vraiment une distance qui n'est pas très brechtienne pour le coup, parce que ça nous met un peu vraiment extérieur au spectacle. Et je pense qu'ils étaient à la fois pas tout à fait prêts, terrifiés par le public et par par l'ampleur de la pièce. Par l'ampleur de la pièce, mais aussi par l'ampleur du lieu, par le fait de jouer devant le public d'Aix. Je pense que Thomas Ostermayer a peut-être pas mené jusqu'au bout ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire vraiment de durcir un peu la mise en scène, d'en faire quelque chose de très âpre. Et quand on se retrouve tout d'un coup à la Comédie Française, on savait que ça serait une atmosphère différente, mais moi ce qui me frappe d'abord c'est le décor, qui est un décor dépouillé au départ, explose aux yeux. Ensuite on a ces projections qui sont faites sur un triangle, sur un rectangle. Ce sont des écrans qui ont des formes différentes, voilà, qui sont suspendus derrière les... Et qui se baladaient un petit peu au loin à Aix. Là on les voit, ils nous sautent aux yeux. Nous sautent aux yeux. On a des éléments de gag sur scène que moi j'avais pas saisi dans le jeu, dans la gestuelle. Et on a ce qui est très important, on parlait de cet opéra du gueux, puisqu'il s'est inspiré d'un opéra de 1728. La base, le livret n'est pas très différent de l'opéra de 1728. On a des gueux sur scène, on a ce chœur que moi je distinguais comme de vagues silhouettes, qui sont habillés tels des SDF et qui envahissent la scène à plusieurs moments. Et ça, on le ressent, c'est-à-dire qu'il y a une force qui est présente. Et puis alors, on en reparlera, mais c'est aussi la prise de confiance des comédiens qui change tout. Dans cette vision à la Comédie Française. On va en parler évidemment, mais d'abord sur la mise en scène, Marie-Sandrine. Oui, moi je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que la mise en scène de Thomas Ostermayer est inexistante. C'est-à-dire que moi je l'ai oubliée au moment même où je l'ai vue. Si vous pouvez nous décrire peut-être ce qu'il y a sur scène. En fait, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Et puis le vrai problème, c'est qu'elle est bourrée de références. C'est-à-dire pour des amateurs de théâtre, on a tous reconnu les scénographies russes du théâtre des années 20, de Meyerhold, de Mayakovsky, qui sont des scénographies... Oui, on connaît tous ça, bien sûr. Non, mais c'est des scénographies un peu mythique dans l'histoire du théâtre. C'est-à-dire que beaucoup se référencent sur ces scénographies-là, donc, c'est-à-dire des scénographies constructivistes avec des grands rectangles, des carrés, du rouge, du noir. Des couleurs, Donc, la référence est très lourde et très appuyée. Et puis, je trouve surtout qu'elle est très paresseuse, moi, cette mise en scène. J'ai l'impression alors, soit il s'est fait complètement envahir par le mythe, parce qu'il faut quand même dire que l'opéra de Katsu, en Allemagne, c'est toujours un énorme succès. C'est toujours énormément joué. Tous les Allemands connaissent ça par cœur. Et Thomas Ostermayer est allemand. Donc, peut-être qu'il s'est fait envahir par... Il s'est contenté de faire un beau décor, d'avoir 2-3 références et de rien en faire, c'est ça? Moi, c'est ce que j'ai vu. En tout cas, j'ai trouvé qu'elle était inexistante et surtout inutile totalement. Tous les acteurs sont face public, chantent, s'adressent au public. Ça, c'est très brechtien. Mais en termes de mise en scène, je ne vois pas ce qu'il a fait. J'ai trouvé ça très paresseux. On voit peut-être mieux à la Comédie Française, oui. Philippe Chevillier. Alors moi en fait, parce que j'ai revu ce spectacle, que tout d'un coup, j'ai été effectivement séduit, parce que la première fois, je l'avais pas été vraiment.
je suis assez d'accord sur le côté paresseux de la mise en scène. Cela dit, même après une deuxième fois. Il reste ses défauts, ça traîne un petit peu en longueur. Mais ce qui change tout, c'est qu'à Aix, par exemple, on avait l'impression que tout le monde jouait un peu dans son coin, et encore une fois, un peu terrifié pour certains. Là, le fait que les comédiens aient pris la main sur le spectacle, alors c'est pas encore parfait, mais on a tout d'un coup, par exemple, le couple formé par Biranba qui joue le rôle de Mac, qui a quand même un rôle écrasant parce qu'il n'avait jamais chanté de sa vie, ce garçon, donc il s'est retrouvé à apprendre à chanter, et c'est vrai qu'à Aix, c'était pas génial le chant. Là, il a vraiment progressé, et surtout il a progressé en assurance, et le duo qu'il fait avec le shérif de la police Tiger Brown, qui est joué par Benjamin Laverne, est assez hilarant. Autre signe assez intéressant, c'est que par exemple Christian Eck, qui joue le rôle de Pichoum, le roi des mendiants, avec Véronique Vella qui est Madame Pichoum, il faisait plus du Christian Eck que du Pichoum. Et ben là, j'ai trouvé qu'il faisait plus du Pichoum que du Christian Eck, et ça marche. Et le couple avec Véronique Vella est aussi hilarant, et ça fonctionne. Donc la direction d'acteur qui me semblait très flottante, genre paresseux, là pour le coup, ils ont repris la main, et dans l'écrin de la comédie française, avec ce contraste entre les ors et puis l'opéra du pauvre, l'opéra du gueux, je trouve que ça fonctionne assez bien. Marie Sorbier. Oui, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que cette pièce, elle a été mal reçue au départ. Mal reçue dans le genre, ça a été un grand succès, mais mal reçue par les bourgeois qui, eux, ont interprété cette pièce comme étant, finalement, ils se trouvaient pas si mal traités. Ils trouvaient que le bourgeois, qui est donc Pichoun, qui est ce gars qui, en fait, exploite la misère humaine librement. Voilà, il engage des mendiants. Il organise la mendicité dans les rues de Londres. Il leur donne 50% des secteurs, de tous leurs bénéfices. En bon capitaliste. Exactement. Et pour Brecht, c'était... Pour lui, la critique ultime de ce système capitaliste qui après va devenir tout le sel de son théâtre. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'à l'époque, les bourgeois n'ont pas vu ça. Ils trouvaient pas ça si terrible finalement. Ils trouvaient ils se trouvaient pas assez critiqués finalement. Non, et puis ils étaient plutôt contents finalement que cette pièce voilà. Et donc ma vraie question aujourd'hui, c'est comment une pièce comme ça est reçue en 2023. Est-ce que finalement, que ce soit à Aix ou à la Comédie Française, justement dans les ors de la Comédie Française, le public d'aujourd'hui perçoit la critique, une critique terrible du capitalisme de cette pièce. Je n'en suis pas sûre. Et puis est-ce qu'il voit pas juste un grand classique en se demandant comme vous, Marie ou Philippe, super, une nouvelle traduction de l'opéra de Katsu que j'aime tant, et que en fait les trois quarts des gens peut-être connaissent la mélodie mais ne connaissent pas vraiment le sens de cette pièce. Tout à fait. Moi, je me demande si on entend vraiment le message politique, et pourtant au cœur du sujet. Et moi, j'accuse plutôt la mise en scène dans ce sens-là. Je trouve qu'il nous aide pas à prendre conscience de ce message politique-là. Message politique mal transmis. Alors, Philippe Chevillier, il y a quand même un élément qui est important, c'est que c'est la première version. Et la première version, Brecht, il n'est pas marxiste à l'époque. Il est un peu anard, un peu... Donc, oui, il a à peine 30 ans d'ailleurs, voilà. Un jeune Brecht. Et il se sert donc de cette traduction d'Elisabeth Hoffmann du l'opéra des gueux, qui retravaille en mettant un peu de Villon, un peu de Kipling dans certaines chansons. Il fait un petit... Et en fait, ce qui est très curieux, c'est vraiment un objet inclassable, parce que dans le texte lui-même, on n'a pas de morale, on n'a pas un méchant et un gentil, puisque tout le monde trahit tout le monde. Voilà. Et puis Mac Lalam est un criminel, l'autre il exploite la misère humaine, donc on cherche les gentils, alors peut-être un peu les prostituées, et encore même le policier est corrompu. Le policier est corrompu, et à la fin il y a un Deus ex machina qui fait qu'il est sauvé. C'est absolument invraisemblable. Et alors, Brecht, dans les chansons, dit plus de choses, mais les chansons elles-mêmes sont assez ambiguës, on ne sait pas. Et en fait, je pense pas que ça soit reçu par le bourgeois aujourd'hui comme ça l'était hier, parce que de toute façon, c'est finalement une pièce qu'on voit pas si souvent que ça. On l'avait vu à la Comédie Française par Laurent Pelli, et beaucoup de gens la redécouvrent à chaque fois, et ils savent pas trop ce qu'ils voient. Ça, je trouve ça plutôt intéressant. Mais ce qui manque, je pense effectivement, c'est dans la dureté. Ostermayer, moi, il m'avait dit dans une interview, et puis les comédiens aussi, on va en faire 1h40. Oui. Et ça dure 2h30 quand même. Voilà. J'ai une question, Philippe Chevillier. Vous venez de dire les gens comprennent pas trop ce qu'ils voient, et vous avez dit je trouve ça plutôt pas mal. Ce que je trouve pas mal, c'est qu'au théâtre, un théâtre politique, c'est bien quand c'est pas une leçon de morale. Vous assène, voilà. Oui. Alors, il sait pas. Entre ne pas comprendre ce qu'on regarde et avoir une leçon. Je me suis mal exprimé. Ce que je voulais, c'est globalement. Ça, ils savent pas trop ce qu'ils voient, parce qu'ils savent pas s'ils voient un opéra, un truc de cabaret, une comédie musicale, et ils savent pas trop effectivement ce que veut raconter Brecht à la fin. Mais néanmoins, il y a la présence des pauvres sur scène. Il y a des couplets qui sont quand même très clairs, notamment dans les chœurs, les trois chœurs qui soulignent les actes. Donc c'est vraiment
quelque chose contre la précarité. On ressent tout ça, évidemment. Vous avez débuté, vous concluez, Marie Oui, Sorbier. juste s'il y a une raison pour aller voir cette pièce, c'est vraiment qu'on redécouvre Brecht comme le roi de la punchline. Moi, j'ai noté ça, j'ai pris un plaisir dingue. On a l'impression que c'est comme, vous savez, les publicitaires dans les années 90 avec ces pubs qui nous restent toujours en tête. Là, c'est pareil, je vous en ai mis 2, juste pour le plaisir et pour conclure. Si tu veux vivre heureux, faut vivre à l'aise. Voilà, moi je trouve ça clair et clash. Et deuxième, qui revient beaucoup, d'abord la graille et la morale après. Et ben voilà. Un califourchon sur leur crocalon du Cambodge Gibraltar. Quand les soldats essuient une méchante pluie et qu'ils tombent face à face avec une poignée de feignasses, ils ont comme une petite envie d'en faire leur steak tartare. L'opéra de Katsu de Thomas Ostermeyer jusqu'au 5 novembre à la Comédie Française à Paris. Un enregistrement est aussi disponible en CD et en vinyle chez Alpha Classique. Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Et jusqu'au 8 octobre, le Théâtre de la Colline à Paris accueille un texte et une mise en scène de l'écrivain Laurent Mauvigné, son titre Proche. Je sais si j'ai allumé ou si j'ai pas allumé cette cigarette. Tu la bois. C'est bon. Ça va. T'en as encore dans les poches. T'en as racheté. Didier, ça me rend malade. Malade? Oui, malade. Malade. De savoir que tu te promènes encore avec un paquet sur toi, ça me rend malade. Pas autant que moi. Très drôle. Proche, c'est donc un huis clos familial. Les deux parents qu'on vient d'entendre, les sœurs, les gendres, les proches. Donc, toutes et tous attendent le retour à la maison de Johan. Johan a passé 4 ans en prison pour braquage. Il va sortir, il va arriver. Oui, il est en route, on l'attend. Sauf que, pendant 4 ans, il s'en est passé des choses. Les parents ont fui la région, la vie a continué. Les secrets, surtout, ont eu le temps de mijoter. Le romancier Laurent Mauvigné propose pour la première fois une pièce de théâtre, qu'il met aussi en scène. Philippe Cheville, je me tourne vers vous. Avez-vous été convaincu ? Eh bien non, je n'ai pas été convaincu, alors que moi je suis un grand amateur de Laurent Mauvigné, un grand fan même de ses romans, notamment Histoire de la nuit, qui nous racontait une histoire de famille et une histoire de thriller. Et là, on est un petit peu aussi dans une histoire de famille en mode thriller. Mais j'ai trouvé que cette famille, n'était pas très passionnante. Alors, elle est un peu chargée, parce que ces personnages, qui sont dans l'attente du fils qui ne viendra pas. Alors, la mécanique. Alors, je reviens à la mécanique qui est de dire, le fils revient de prison, et puis finalement, au moment d'entrer dans la maison, il n'entre pas. Donc, dans l'attente, toute cette famille va se livrer à des querelles. Tous les non-dits, les mensonges vont sortir. Et donc, on se retrouve avec le cancer du père, la haine de la mère pour son fils, donc évidemment le fils braqueur. L'une des filles qui ne peut pas avoir voilà. d'enfant, donc l'autre qui a un enfant mais qui ne s'en occupe pas. Voilà, donc ça fait beaucoup. On a le personnage aussi du jeune beauf dans le coin. Donc des caractères qui ne sont pas... Ça, c'est le genre. Il est bien dans le coin, il est même bien en place. Et il s'ajoute une pièce rapportée qui est celle de l'amant du fils, qui est un amant un peu à cran, qui n'est pas non plus... Alors, les deux personnages, je trouve pas très passionnants. Et c'est normal, c'est des personnages mystérieux. C'est normal qu'on n'ait pas trop qu'on sache pas trop ce qu'ils sont exactement. Mais le mystère, ça doit aussi s'incarner, et c'est pas très incarné. Alors, donc déjà, il y a ce texte, moi, qui m'a pas convaincu, même s'il fonctionne. Je reviendrai peut-être sur les côtés positifs du texte, parce que là j'étais un peu méchant. Mais la mise en scène, évidemment, c'est sa première mise en scène, 8 personnages. C'est pas facile parce que il faut les faire se déplacer, il faut bien les choisir, il faut qu'il y ait une interaction. Donc dans l'absolu, quand on regarde, c'est vrai que c'est plutôt fait de façon techniquement, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est retenu, c'est sobre, mais c'est franchement pas exaltant, ça manque d'éclat, et les petites audaces qu'il y a dans la mise en scène, comme de mettre les acteurs en randonnion pendant 10 minutes au début, moi c'est des choses que j'ai vues au théâtre déjà et qui ne me touchent pas beaucoup. Et qui ne touchent pas non plus Marie Sorbier, si j'ai bien compris. Non, pas vraiment. Mais alors, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, Philippe. Mais pour moi, vraiment, l'écueil principal, c'est que dans ce texte, il n'y a pas de théâtre. Alors, c'est terrible parce que Laurent Mauvigné, c'est un grand romancier. Moi, je suis d'accord avec vous. J'aime beaucoup ses textes. D'ailleurs, son premier roman s'appelait Loin d'eux. Et on remarque que sa première pièce de théâtre s'appelle Proche. Alors moi, je m'étais dit, tiens... il fait des auto-clins d'œil. Bah oui. Et puis, il va peut-être travailler justement sur l'espace scénique, comment on passe de l'espace littéraire à la scène. J'avais beaucoup d'ambition pour lui et pour ce spectacle. Or, il n'y a pas de théâtre. Et pourquoi ? C'est que
tout est tellement dit, redit, répété, on est sur un système de phrases en boucle comme ça, qu'il n'y a plus aucune place pour aucun mystère et aucune place pour le spectateur. C'est-à-dire que quand on reçoit le spectacle, on nous donne comme une espèce d'énorme boule de mots et de psychologie qui fait que moi, je me suis sentie totalement envahie et mise à distance parce que j'avais tellement pas la place de penser ou même de m'entendre penser que j'ai eu un mouvement de recul immédiat. Mais alors, ça, c'est dû à quoi? Donc, c'est dû peut-être au texte. Trop de texte, ça veut dire pas assez de place pour le jeu des comédiens, Philippe Chevillier? Oui et non, parce que alors c'est vrai qu'il y a un côté dans le texte, moi, il y a des choses qui me plaisent, c'est cette façon qu'il a aussi d'ailleurs dans ses romans d'écrire des dialogues qui se transforment en monologues. On ne sait plus très bien si c'est de la pensée ou si ça s'adresse à quelqu'un, fait de répétitions. C'est une très belle écriture théâtrale, mais isolée. Et chaque petit passage isolé sont jolis, mais l'ensemble, ça fait quelque chose d'un peu vain et un peu creux. Et les personnages, c'est très difficile de les mettre en scène sur ces petites scénettes. Souvent, on est soit dans une distanciation un peu fausse, ou alors dans le surjeu, et notamment le surjeu de la part du fils qui arrive, c'est Godot ou un personnage de la Garce à la fin, on ne sait pas très bien, il surjoue un peu, l'amant aussi, donc le jeu est inégal. Je pense alors moi j'aime pas trop incriminer comme ça, incriminer le mot est fort, mais les acteurs, parce que je pense toujours que c'est la faute du metteur en scène qui n'a pas su les diriger et que certains personnages peuvent très bien incarner d'autres personnages magnifiquement. Bon, moi ce que je sauve quand même dans le jeu, c'est peut-être le couple de Nora Krief et de Gilles David, qui sont les parents dans l'histoire. Mais comme par hasard, c'est peut-être aussi les personnages les mieux écrits du texte. Moi, il me semble aussi que le gros problème de ce texte, c'est qu'il est aussi écrasé lui-même par ses références. C'est-à-dire que ce motif narratif du fils prodigue qui revient après avoir été en prison, on ne sait pas trop pourquoi au début, puis en fait, on va vite comprendre qu'il ne reviendra pas. Enfin, tout ce motif-là, on l'a vu 1000 fois vraiment au théâtre. Et surtout, il est porté par des auteurs de théâtre très connus et très joués. Alors, vous avez cité La Garce, on pense à Juste la fin du monde. Mais il y a aussi Peter Handke avec Par les villages, même structure. Virginia Woolf, Les Vagues, même structure. On pense à Duras, on pense à Coltès aussi. Et il y a tout ça et les fantômes, plutôt que ce fantôme du fils qui rôde sur la scène, moi j'ai plutôt vu les fantômes de tous ces dramaturges qui ont aussi un peu écrasé l'auteur de théâtre Laurent Mauvigné, peut-être vraiment sous le... C'est un problème d'auteur ou de metteur en scène, Laurent Mauvigné? Parce que là, pour le coup, c'est sa première mise en scène, c'est pas sa première pièce de théâtre, non. Si je crois bien. Non, sa troisième pièce de théâtre qu'il écrit, mais là, c'est la première qu'il met en scène. Donc moi, je crois que c'est les deux en même temps. Pour moi, il y a un problème de texte qui n'est pas théâtral et un problème de mise en scène. Il n'a pas réussi à prendre ce plateau en main, mais même visuellement. Laurent Mauvigné, il a fait les Beaux-Arts, donc on pourrait penser que l'espace, il allait le traiter. Là, tout est très plat, très gris. Il faut raconter. C'est un pavillon de banlieue, en fait. On est dans un pavillon de banlieue, on est dans cet intérieur un peu sans saveur, puisque vous l'avez dit, tout est gris. Il y a quelques ouvertures qui nous permettent d'imaginer une pièce où l'enfant crie derrière. Il y a aussi une cuisine qui est mouvante, qui se déplace un peu dans cet espace-là, mais on n'arrive pas bien à rentrer dans cette. C'est une maison sans âme. C'est censé être une maison de famille, mais vraiment il n'y a pas de détails, il n'y a pas de vie de famille. C'est vraiment juste la silhouette d'un décor. Moi, je pense que... Alors, le décor, c'est Jacques Gabel qui l'a dit qu'il peut faire des très beaux décors. Je pense qu'il a voulu un décor vraiment sobre. Et je pense que la non-réussite du projet vient beaucoup du fait qu'il a écrit en pensant à la mise en scène et que l'un et l'autre se sont un peu annihilés. C'est-à-dire que peut-être que les personnages auraient été plus marqués, plus profonds, mais bon, pour les incarner sur scène, je pense qu'il avait les deux en tête et qu'il a pas assez soigné le texte et qu'il a pas assez soigné la mise en scène. C'est une espèce de dialectique qui mène vers un spectacle qui n'est d'ailleurs pas... moi, les gens étaient plutôt contents dans la salle parce qu'il y a un côté thriller. Oui, il se passe quelque chose quand même au fil de la pièce qui est pas découpé en actes, mais en séquence, avec à chaque fois quelque chose qui s'ajoute. On a effectivement cette confession, cette culpabilité, le mensonge qui viennent un peu pimenter l'histoire aussi, mais justement, on a un peu du mal aussi à définir ce qu'est cette pièce. Est-ce que c'est une tragédie? Est-ce que c'est une comédie? Moi, j'ai parfois aussi beaucoup ri, notamment dans cette forme de dialogue qui est assez étonnante, où on est infiltré dans cette famille, on les regarde, on les voit, chaque personnage joue son rôle, et puis il y a ces conversations un peu qu'on peut avoir aussi nous dans notre famille, où chacun se parle à l'autre sans vraiment s'écouter, et ça fonctionne très bien, ces dialogues croisés, où vraiment on se retrouve face à une belle engueulade.
EHPAD, si je peux me permettre cette expression, Marie Sorbier. Oui, mais c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que ce motif du huis clos familial que l'on voit, qui nous est rabâché, que ce soit d'ailleurs au cinéma ou au théâtre, pour qu'on nous le serve à nouveau, il faut qu'il y ait quelque chose d'autre. Moi, le suspense, par exemple, n'a pas du tout marché. Je l'ai jamais attendu, moi, ce fils qui allait revenir. Alors, pourtant, toute la pièce, ils attendent. Hein. C'est la famille qui attend, ils préparent le repas, il y a une banderole à son nom. Enfin, c'est la fête, quoi. C'est censé être la fête qui vient. Sauf que, bon, voilà. Mais pour moi, le ressort, en tout cas, puisqu'on devait qualifier la pièce du suspense, n'a pas du tout marché. La seule chose que j'ai vue, c'est l'appareil psychologique qui était très présent. C'est-à-dire que tous les personnages se définissent par leurs troubles, leurs problèmes, leurs marges, enfin tout ce qu'on On a l'impression d'un casting d'ailleurs presque. Ah ouais. Chacun interprète son rôle. Vraiment, et puis ça coche un peu toutes les cases de toutes les névroses qu'il peut y avoir dans une famille. Et donc finalement, tout ce côté psychologisant qui pourtant me plaît beaucoup dans les romans de Mauvigné. Vous parliez d'Histoire de ma nuit, c'est vraiment ça. Hein. C'est aussi dans une maison, c'est aussi un huis clos et c'est très psychologisant. Marche, au théâtre, là, moi j'ai trouvé que ça ne marchait pas. Philippe Chevillier, pour conclure, comment vous qualifiez cette pièce? Tragédie, comédie, thriller? Vous avez été emporté par le suspense ou rien de tout cela? Non, c'était un drame familial un peu convenu avec. En plus, je crois que pour finir, il y a une partie aussi qui a un petit peu manqué parce que Mauvigny aimerait bien qu'on pense que le personnage en fait du fils est aussi peut-être un fantôme. D'ailleurs, on voit abondamment hanter la scène à un moment donné. Ça tourne un peu trop autour des personnages, c'est un peu fatigant. Mais d'une certaine façon, non, on n'y arrive pas. On croit vraiment à cette histoire du fils qui a décidé simplement de pas rentrer dans le pavillon. Donc même le côté mystérieux de la pièce n'arrive pas à émerger de cette avalanche de psychologie dont parlait Marie. Et ben voilà, ce sera le mot de la fin pour cette pièce, donc proche de Laurent Mauvigné. C'est jusqu'au 8 octobre à la Colline, au Théâtre de la Colline à Paris, et puis ce sera en tournée le 12 et 13 octobre du côté d'Aix-en-Provence, on en parlait tout à l'heure, et puis le 19 octobre du côté de Cherbourg. On vous met évidemment toutes les dates sur le site de France Culture à la page de l'émission Les Midis de Culture. Merci à nos deux critiques, Marie Sorbier, productrice sur France Culture du Grand Tour, reportage que vous retrouvez tous les jours à 19h50 dans l'émission d'Arnaud Laporte, Affaires culturelles. Et merci à vous, Philippe Chevillier. On vous lit dans le journal Les Échos, dont vous êtes le chef du service culture. Ce débat et tous les autres sont à réécouter sur franceculture.fr et sur l'application Radio France.